Bon, il est 13h05, on va commencer. Donc, bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup d'être venus à ce webinaire. Donc là, c'est la deuxième série d'un webinaire qui est consacré au game design appliqué à l'esprit critique. Donc pendant le premier webinaire, on avait vu un peu ce qu'était un jeu, comment ça fonctionnait, comment est-ce qu'on analyse une expérience de jeu. Et ce webinaire, il va être plus technique, plus axé sur des techniques de game design, sur comment est-ce qu'on construit un jeu. Parce qu'il y a un peu cette thématique de la construction tout au long de cette série. On a commencé par le déconstruire, ce jeu. Là, on va le construire. Et ensuite, on va avoir d'autres étapes. La prochaine fois, on va faire du game design participatif. Donc, on va co-construire le jeu. Et on va terminer cette série de webinaires avec la reconstruction du jeu, donc c'est-à-dire tout ce qui est l'équilibrage et le dosage de la difficulté. Donc, merci beaucoup de participer à ce webinaire-là. La dernière fois, j'étais au Quai des Savoirs pour vous montrer l'exposition participative et interactive du Quai des Savoirs. Je les remercie encore de m'avoir accueilli. Cette fois-ci, le webinaire il se déroule à domicile. Donc là, en ce moment, je suis au Dôme. Et plus particulièrement, je suis dans le Fab Lab du Dôme. On va parler de construire, on va parler de fabriquer. Et un des outils que je vais vous présenter, du coup, que vous pourrez utiliser pour concevoir vos jeux, c'est le Fab Lab. Donc, on va voir un petit peu des machines, des exemples de ce qu'on peut faire avec ça. Mais avant, je voulais faire un petit rappel sur le programme dans lequel se déroulent ces webinaires. Donc, désolé pour ceux qui sont déjà venus au webinaire d'avant, j'ai déjà fait ce pitch-là, mais je le refais assez rapidement, vous inquiétez pas. Donc, ces webinaires, ils ont été co-construits avec Cryptos, qui est une association de lutte contre les fake news par le jeu, donc, dont je suis coprésident. Et ça fait 3-4 ans qu'on construit des jeux et ça nous a amené du coup à rencontrer d'autres acteurs associatifs, des associations étudiantes pour la plupart, où on a commencé à créer des modules d'accompagnement de création de jeux. On a fait des petits webinaires aussi d'initiation au game design. Et du coup, ces webinaires sont un peu dans la continuité donc, de ce qu'on a fait avec Cryptos et le Dôme, dont j'ai la double casquette parce que je suis aussi chargé de projet au Dôme, qui est un centre de sciences, donc qui est un acteur de la CCSTI, avec la particularité d'être vraiment axé sur la recherche participative. Et on travaille avec des équipes de chercheurs et de chercheuses qui cherchent à mettre en place des outils de médiation. Et ça fait quelques années que les projets de jeux s'accumulent, deviennent de plus en plus nombreux et fréquents. Donc le Dôme a voulu aussi s'équiper, s'armer, s'outiller pour pouvoir accompagner ces projets-là. Donc ces webinaires sont nés de cette fusion, de cette rencontre entre Cryptos et le Dôme, donc qui est financé dans un premier temps par le département du Calvados et le ministère de la Culture, donc pour une résidence de Cryptos au sein du Dôme. Donc dans cette résidence, il y a à la fois ces webinaires, mais il y a aussi d'autres formats. On a des Game Labs, donc qui sont des temps où tous les mois, on a 2 heures pour jouer à des jeux, analyser des jeux et accompagner à la création de jeux. On va faire aussi des ateliers en collège et surtout, on construit un jeu de A à Z avec les publics sur l'infodémie et l'esprit critique. Ces webinaires font aussi partie du label SAPS, Science avec et pour la société, donc qui est un label qui a été délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, notamment à l'Université de Caen. Il y a une deuxième vague qui est sortie il n'y a pas longtemps, donc bravo à tous les lauréats. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont membres de structures qui l'ont remporté aussi, donc félicitations. Et donc, c'est aussi dans ce cadre-là de faire rencontrer les sciences et les sociétés. Et enfin, le partenaire de ce webinaire qui nous aide à diffuser et qui est sûrement la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, c'est l'ANSTI. L'ANSTI qui est le réseau national de la culture scientifique, technique et industrielle, et donc avec lesquels on travaille pour vous mettre en relais sur ces webinaires et puis essayer de créer un temps d'échange et de rencontre entre vous, parce qu'il y a de grandes chances que la plupart d'entre vous aient soit des projets de jeu, soit envie d'en utiliser dans leur pratique de médiation. Donc non seulement ça permet de vous outiller sur le game design et de vous accompagner pour construire des jeux, vos propres jeux, mais ça permet aussi de créer ces temps d'échange où je vais vous envoyer une petite liste de diffusion qui vous permettent de partager vos contacts et vos projets de jeu pour que vous puissiez échanger. Alors, un petit résumé rapide du dernier webinaire, parce que je vais reprendre quelques éléments, mais à chaque fois, je les repréciserai, ne vous inquiétez pas. En général, dans chaque webinaire, j'essaie de transmettre 3 compétences clés pour accompagner des projets de jeu. Au dernier webinaire, du coup, on a appris à analyser une expérience de jeu. Donc, le jeu qu'on a défini comme étant un outil pour faire vivre une expérience. Donc, on était d'accord pour dire que ce n'était pas une définition extrêmement détaillée et précise. Par contre, d'un point de vue de game design, c'est une définition qui est extrêmement intéressante parce qu'elle permet de prendre des décisions. Et le game design, c'est prendre des décisions, des tonnes et des tonnes de décisions. Et pour ça, on a besoin d'outils pour savoir quelle est la bonne décision à prendre.
Donc, l'outil qu'on a vu pour analyser une expérience de jeu s'appelle la tétrade élémentaire. Donc, c'est un tableau en 4 cases qui explique de quoi est composé un jeu. Donc, on a la technologie qui est le matériel de jeu, l'esthétisme qui est en quelque sorte la charte graphique, les mécanismes qui sont là, les buts du jeu, les actions, les interactions, et enfin l'histoire qui est le contexte, l'univers dans lequel se déroule le jeu. Et ça nous a permis d'avoir un outil pour regarder un jeu à travers une grille et de comprendre comment il est composé et surtout comment chacun des éléments qui sont dans cette tétrade vont participer à l'expérience de jeu. Dans un deuxième temps, on a appris à imaginer un concept de jeu avec une méthode. Donc, il y en a plein, mais là, on en a vu une qu'on utilise avec Cryptos, qui est de partir d'un sujet. Donc là, le sujet, c'était l'infodémie, pour expliquer un peu, essayer de faire émerger des émotions qui sont liées à ce sujet-là et les relier à des expériences concrètes que les participants aux ateliers ont déjà vécues. Et ça nous aide non seulement à comprendre quelle est l'expérience essentielle qu'on veut faire vivre dans le jeu, mais aussi à émettre nos premières hypothèses de gameplay. Et ça, je vais revenir un peu après sur qu'est-ce qu'une hypothèse de gameplay. Enfin, on a vu un peu ce que donnait le jeu comme outil de médiation. On a identifié des points clés, des points d'attention sur comment est-ce que j'utilise un jeu pour faire médiation. Et on avait vu principalement cette question du flow. Donc, il y a un état émotionnel dans lequel on veut mettre le joueur parce que c'est ça qui va activer les points positifs du jeu, à savoir ce qui a trait à l'apprentissage, la mémoire à long terme et au changement de comportement. Donc, si vous n'avez pas pu assister à ce premier webinaire, ce n'est pas grave du tout pour ce webinaire-là, ça ne va pas vous bloquer. Si jamais vous avez envie de voir ce qui s'est passé, j'ai une première série d'infographies, du coup, une infographie que je vous ai envoyée par mail. Et si ce n'est pas le cas, je vous la renverrai, vous pourrez revenir vers moi. Et bientôt, le plus tôt possible, j'espère, je vais diffuser sur YouTube la rediffusion en live du Zoom. La raison pour laquelle ça prend un peu de temps, c'est que du coup, je fais le montage et les sous-titrages. Et il y a eu quelques problèmes techniques. Et du coup, j'essaie de voir comment est-ce que je peux remplir les petits trous dans l'enregistrement. Donc, ça va être la même chose pour ce webinaire-là. Et encore une fois, ça risque de prendre un peu de temps. À la base, je voulais vraiment que ça sorte avant chaque webinaire. Je pense que l'objectif ne va pas être atteint. Donc, je vous relancerai quand ça sera disponible. Mais les infographies, elles, je vais faire en sorte de vous les envoyer en temps et en heure avant chaque session. Donc pour ce webinaire, on a encore 3 compétences qu'on va essayer d'acquérir pendant cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Et la première, certainement la plus importante, ça va être de découvrir la méthode de conception d'un jeu. Donc il n'y a pas beaucoup de règles qui valent pour tous les jeux dans le game design. Souvent, c'est vraiment à la carte. Faut savoir s'adapter à tous les styles de jeu, à tous nos publics. Chaque jeu a un peu sa méthode propre, si je veux dire. Mais on a de la chance, il y a une règle qui s'applique à tous les jeux et qui est en plus la plus importante. Et on va la découvrir tous ensemble. Pour la deuxième compétence, on va parler des actions et des stratégies, donc qui sont les composants essentiels d'un jeu pour que ça soit un modèle d'interaction qui ait un intérêt à jouer et qui ait une courbe de progression aussi. Ça, c'est extrêmement important. On l'avait vu aussi pour le premier webinaire, qu'un jeu, c'est important d'avoir une courbe de progression, que les gens puissent s'améliorer en jouant, parce que c'est ça qui va aussi définir l'intérêt d'un jeu. Et enfin, puisqu'on est dans des jeux avec un objectif de faire médiation, on va aussi passer un peu de temps à expliquer comment est-ce qu'on peut s'adapter à son et ses publics, en sachant que vous avez déjà sûrement vos catégories de public dans vos structures respectives. Le jeu a des catégories qui lui sont propres, parce qu'on s'adresse à des joueurs et des joueuses, et pas seulement à des participants, à des habitants ou à des consommateurs. Donc à chaque fois qu'on a une catégorie de population, un mode d'interaction, souvent, on va avoir des catégories de population qui vont être un peu différentes. Et là, on va en voir une. Alors, je permets de faire un petit rappel sur la tétrade élémentaire parce que c'est un élément qui va être important pour la suite. Donc, la première chose qu'on avait vue, c'est que le jeu est un outil pour vivre une expérience. Donc, le désavantage, c'est que le jeu, c'est une sorte de capsule du coup, qu'on va faire avaler à nos joueurs et nos joueuses pour vivre quelque chose, des émotions, une situation. Mais on ne peut jamais être sûr à 100% que l'expérience que quelqu'un va vivre va correspondre à celle qu'on avait prévue à la base. On peut en juger un jeu que lorsqu'il est joué. Donc ça, c'est un problème parce que ça veut dire que si jamais on construit un jeu de A à Z, qu'on y passe beaucoup de temps, qu'on fait beaucoup de réglages, si on se rend compte à la toute fin qu'en fait le jeu ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait voulu, bah, tout ce travail qu'on a accompli, il aura servi à rien.
C'est un peu comme si on écrivait un sketch, en fait, en espérant que le premier sketch qu'on va faire, la toute première performance, on va avoir des fous rires à toutes nos blagues. La plupart du temps, ça se passe jamais comme ça. C'est plutôt, on va tester des blagues, on va voir si les gens réagissent et on va les améliorer au fur et à mesure des performances. Donc un jeu, ça va être la même chose. C'est comment est-ce que je fais pour mettre les bons éléments dans mon jeu pour avoir les bonnes réactions. Un peu comme de l'alchimie. Donc il y a beaucoup d'éléments dans un jeu. Là, on peut le voir avec la tétrade élémentaire. On va avoir tout ce qui est le matériel de jeu, on va avoir les visuels, on va avoir les règles, les actions qu'on a prévues, et on va avoir tout un univers à contexte. Donc il ne faut pas, la plus grosse erreur à faire, c'est de tout créer de A à Z d'un seul coup, et après de le tester et espérer que ça marche. Donc la règle d'or du game design, c'est qu'il faut tester les éléments du jeu avant de les implémenter dedans. Donc on va voir ce qu'on appelle la règle de la boucle. Donc, c'est la seule peut-être règle d'or qui s'applique à tous les jeux et qu'il faut vraiment garder en tête, c'est d'appliquer cette règle de la boucle à chaque fois. Donc, c'est une sélection d'étapes que je vais vous présenter brièvement et on va revenir sur chaque étape une par une. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez besoin de précision ou que vous n'avez pas compris certains éléments. Je pense que c'est un des éléments les plus importants des webinaires qu'on va voir jusqu'à maintenant, c'est de bien maîtriser cette boucle-là. Donc, la première étape, ça va être de définir une hypothèse de gameplay. Définir une hypothèse de gameplay, ça veut dire faire une proposition sur un élément de la tétrade. Exemple, ça va être un jeu de plateau, où je pense que sélectionner des cartes parmi un tas de 30 cartes va être amusant. Là, ce sont des hypothèses de gameplay. C'est un postulat qu'on fait en imaginant un élément du jeu et en espérant qu'il soit amusant et qu'il fonctionne. Ensuite, à partir de cette hypothèse de gameplay, on va construire un prototype. Donc, on va le matérialiser pour pouvoir, dans un troisième temps, le faire tester à des vraies personnes. C'est là qu'on va voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Donc, la quatrième étape, c'est d'analyser les retours. Donc, non seulement d'observer ce que ça produit, et surtout essayer de comprendre pourquoi ça a été perçu de cette façon-là. Ça va nous permettre ensuite de comprendre ce qui ne va pas et d'imaginer des mesures pour corriger les erreurs qu'on a pu faire dans nos hypothèses de gameplay. À partir de ces corrections, on va pouvoir refaire une série d'hypothèses et on va re-rentrer dans cette boucle-là. Donc à partir de ça, il y a deux choses à retenir, je pense. Le premier, c'est que plus il y aura de boucles, meilleur le jeu sera. C'est un peu la règle d'or du game design. Plus un jeu est testé, meilleur il sera. Donc, et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a jamais de boucle inutile. Il n'y a jamais de test inutile. À chaque fois, on va arriver à des conclusions, soit pour conforter des hypothèses qu'on a déjà émises, soit pour corriger des petits détails, parce qu'à chaque boucle, on va essayer de revérifier certains éléments. Donc, ce qui est important aussi, c'est qu'à partir du moment où on a compris que plus il y aura de boucles, meilleur le jeu sera, ça veut dire qu'il faut en faire un maximum sur le temps qui nous est imparti. Alors, est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Je vais rentrer un peu dans le détail. Et pour entrer dans le détail, je vais vous parler du jeu qu'on est en train de co-construire au Dôme, qui s'appelle Ocytocine. Et donc, j'ai présenté un petit peu la méthode qu'on avait employée pour nos premières hypothèses de gameplay. Et je vais me servir de cet exemple-là pour vous expliquer comment ça se passe étape par étape et comment nous, on a fait, ce que ça nous a permis de faire. Donc, la première étape, c'était de définir une hypothèse de gameplay. Et on avait suivi du coup cette méthode qu'on vous avait présentée au premier webinaire, qui est qu'on partait d'un sujet, qui est l'infodémie, et avec les participants, on a fait émerger des émotions qu'ils ressentaient sur le sujet de l'infodémie. Donc on a retenu l'oppression, la surcharge, le flou et la confusion. À partir de là, on leur a posé la question, dans quel contexte, dans votre vie quotidienne, vous vivez ces émotions-là? Qu'est-ce qui les provoque? Donc là, je vous ai mis 3 exemples de je cherche ma chaussette, je ronge, je scrolle. C'est des événements, des choses que je vis où je ressens de la confusion, du flou et de la surcharge. Ça nous a permis d'essayer de comprendre ce qu'il y avait en commun dans toutes ces expériences que les gens ont vécues. On a défini que c'était frayer dans la masse. Donc le fait d'avancer avec difficulté dans une masse d'informations, dans une masse d'éléments, ça c'est vraiment ce qui pour eux était représentatif au final du sujet l'infodémie. Ça a permis d'émettre une première hypothèse de gameplay à la fin du tout premier atelier de co-conception, qui est D, et si jamais on inondait la table de cartes d'information, est-ce que ça serait amusant? Donc c'est notre hypothèse. On veut voir si inonder une table avec des cartes
d'information va amuser les joueurs. Donc, à partir de là, il faut créer un prototype pour tester cette hypothèse. Donc, la première chose dont on avait besoin, c'était des cartes avec de l'information dedans. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, le maximum de bouts qu'on fait, et meilleur le jeu sera. Donc, il faut vraiment gagner du temps et aller au plus vite, au plus efficace pour construire ce prototype, parce que le plus important sont vraiment les phases de test. Si vous passez trop de temps à construire un prototype léché, joli, ce temps que vous avez perdu, vous n'allez pas le récupérer sur les tests après. Donc, il faut vraiment trouver des méthodes pour aller au plus vite, au plus rapide. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été sur Twitter. On a été voir les hashtags qui fonctionnaient le mieux au moment où on a créé les cartes et on a vu que ça parlait beaucoup, beaucoup de Squid Game. Donc, on s'est dit, on va récupérer des tweets de Squid Game. J'ai créé un petit canevas sur Photoshop. Ensuite, j'ai copié-collé les tweets, j'ai repris des images. Et ça m'a fait ma première session de cartes, donc j'en ai fait une vingtaine. Ensuite, j'ai dû imaginer un mode d'interaction pour qu'il puisse sélectionner les cartes qu'on allait mettre sur la table pour qu'il y ait un objectif, pour qu'il y ait une chose à faire. Donc, j'ai préparé des petits jetons like que j'ai fait rapidement sur Word avec des couleurs différentes, puisqu'il y aura 4 équipes, pour qu'ils puissent liker les cartes qu'ils voient et imaginer une petite règle. Donc, la règle que j'ai imaginée, c'est que je leur laissais 30 secondes pour prendre connaissance des cartes et voter sur les cartes qu'ils préféraient, donc avec des likes. Une fois que ce prototype était prêt, on a organisé une session de test. Donc au Dôme, on a le Game Lab, dont j'ai parlé un peu avant. C'est-à-dire que tous les mois, on a au moins 2 heures où on peut tester des prototypes. Ça nous permet de faire un minimum d'un test par mois. Ensuite, on organise des ateliers également tous les mois où on fait tester le jeu et ça nous permet aussi de faire de la médiation autour de l'infodémie, là où le Game Lab est vraiment axé sur le gameplay. Et quand j'en ai besoin, je vais aussi dans des bars à jeux, dans des associations qui créent des jeux, qui me permettent de tester le jeu avec des gens qui sont habitués à jouer et qui vont faire des retours souvent plus précis sur des mécanismes ou pouvoir comparer avec deux styles de jeu qui sont un peu similaires. Donc, si vous cherchez un endroit où vous pouvez organiser des sessions de test, surtout n'hésitez pas à vous rapprocher des boutiques de jeux, des associations de jeux et des bars à jeux dans vos villes respectives. Souvent, vous allez avoir un accueil qui est très chaleureux. C'est des gens qui ont vraiment la passion du jeu et qui aiment la partager. Et c'est jamais perdu d'aller contacter des gens dont c'est le métier, parce que dans le reste de votre processus de création de jeu, vous allez avoir besoin de vous épauler de gens qui ont une culture ludique, qui vont pouvoir faire des retours sur comment est-ce que je pourrais améliorer aussi mes mécaniques. Donc toujours est-il que voilà, on a organisé cette session de test au Game Lab et on a essayé de voir ce que ça provoquait. Les résultats des courses, les retours n'étaient pas bons. Ils n'étaient pas bons du tout. Il y avait deux raisons principales. Il y en a une qui était facile à anticiper, c'était que au niveau stratégie, c'était pas intéressant de faire le choix de sélectionner une information parce que c'était une décision qui avait peu, voire pas du tout d'impact. Donc en gros, une fois que j'avais liké sur un contenu, il y avait une petite deuxième phase voilà, où il fallait faire un vote et puis on gagnait des points en fonction des gens qui aimaient les mêmes contenus que nous. Mais bon, c'était pas suffisant, il n'y avait pas assez d'enjeux, donc il n'y avait pas d'intérêt pour le mécanique, vu qu'il n'y avait pas d'impact à la fin de la décision. Le deuxième problème, là, qui a été un peu plus problématique, c'est que c'était pas amusant. Le mécanisme, du coup, d'inonder la date d'information et d'en sélectionner dans un temps très réduit, c'était plus frustrant qu'amusant, parce qu'ils ont pris parfois du plaisir, ils ont ri en lisant quelques cartes qui, pour eux, étaient intéressantes, mais le fait que le temps soit limité, ça les a empêchés de profiter du jeu. Et donc, ils auraient aimé avoir plus d'interaction, d'avoir plus d'attention sur les cartes qu'on avait créées. Conclusion, pour la prochaine boucle de prototypage, il va falloir, un, créer de l'enjeu sur la sélection des cartes informations, et deux, trouver un autre mécanique de jeu qui allait mettre les cartes plus en valeur, puisque c'est ce que les joueurs ont préféré. Dans l'expérience qu'ils ont vécue, les cartes informations les a vraiment intéressés. Donc, à partir du moment où on a eu une réaction positive sur ces contenus-là, qui en plus ont été générés de façon assez rapide, j'ai été sur Twitter, j'avais récupéré des tweets. Si ça leur a plu, si je retravaille les cartes et que je les reformule pour qu'elles soient encore plus intéressantes, ça fait une très bonne base pour le jeu. Donc, on va essayer de s'appuyer là-dessus. Donc, à partir de là, la question que je voulais y revenir, parce que c'est extrêmement important, la question du prototype. Comment est-ce que je fais pour créer un bon prototype qui puisse me servir à avoir des retours intéressants?
La première chose à retenir, c'est qu'un prototype, il va servir à poser une question. J'ai parlé des hypothèses de gameplay. C'est important de les formuler de façon explicite pour construire un prototype qui va permettre d'y répondre. Donc là, l'hypothèse de gameplay qu'on a testée avec Ocytocine, c'était est-ce que sélectionner des cartes dans un temps imparti, c'était amusant? Si on n'avait pas formulé précisément cette question-là, j'aurais pas forcément construit le prototype de la même manière. Déjà parce que je savais que la décision n'était pas intéressante, parce qu'il n'y avait pas d'impact, il n'y avait pas de résolution à la fin. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir si juste cette mécanique, de façon intrinsèque, elle avait une qualité, elle était faite. Donc la réponse a été non. Et ça me permet de voir que je vais changer le mécanique de jeu. Ça m'a aussi permis de voir que les cartes, elles, avaient de l'intérêt, ce qui va me permettre de rapidement repartir sur un mécanisme de jeu qui a de l'intérêt. Donc c'est aussi le deuxième point qui est important, mis à part gagner du temps et ne pas passer trop de temps sur le prototype, c'est qu'il ne faut pas mettre trop d'éléments d'un coup. Si jamais au premier prototype, j'avais imaginé une règle de A à Z qui permettait de faire des choix intéressants dans cette phase de jeu, j'aurais pas su si ce qui ne les avait pas plu, c'était la phase de sélection des cartes ou si c'était la résolution du jeu à la fin de partie. Et si jamais j'avais eu ce flou-là, j'aurais perdu du temps sur le deuxième prototype, parce que je serais peut-être reparti de cette hypothèse de base sans forcément me rendre compte que le problème était ici. Donc ça peut être un moment un peu effrayant quand on fait son premier prototype, surtout quand c'est la toute première session. Donc ce que je conseille, c'est que si jamais vous êtes intimidé, n'hésitez pas à faire tester votre jeu au sein de vos cercles d'amis proches, parce qu'ils vont avoir un peu plus d'affection pour vous, je l'espère en tout cas, et ils vont être plus bienveillants sur les retours. C'est souvent le premier prototype, il sert à répondre à des questions assez basiques. La première, c'est est-ce que mon matériel de jeu est intéressant à manipuler? Et la deuxième, c'est est-ce que mon mécanisme de base, donc là, le fait de sélectionner des cartes, fonctionne, est amusant et donne envie de jouer? Donc là, vos cercles d'amis proches peuvent répondre à cette question-là, même s'ils n'ont jamais joué à des jeux avant. Vous allez voir tout de suite si ça génère de l'intérêt et ils vont commencer à poser beaucoup de questions sur à quoi va ressembler le jeu dans le futur. Ils vont avoir plein de propositions sur ce que vous pourrez faire après pour rendre le jeu meilleur. Ça, c'est des indicateurs que les mécanismes que vous avez inventés fonctionnent et qu'elle manifeste de l'intérêt. Donc, après ces conclusions-là, on va pouvoir repartir sur notre boucle et ainsi de suite jusqu'à temps que notre jeu s'améliore de boucle en boucle. Alors, je vais vous emmener faire un petit tour dans le Fab Lab pour voir un petit peu comment est-ce que on peut, avec quels outils on peut concevoir un premier prototype. Avant, je vous ai dit que le but c'était de gagner du temps sur la construction du prototype. Donc, sur les tout premiers tests, surtout, vos meilleurs amis, ça va être le papier, le carton et le scotch. C'est les matériaux les plus faciles à utiliser, qui sont aussi faciles à trouver. Donc, surtout, ne ménagez pas vos petites réserves de matériaux. Et si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez très bien aller dans des magasins pour récupérer des cartons ou aller dans le Fab Lab du coin. Ils ont sûrement des chutes qu'ils pourraient peut-être partager avec vous. Maintenant que c'est dit, il y a un moment où vous allez devoir concevoir des choses un peu plus précises. Donc, par exemple, sur le matériel de jeu, vous allez avoir envie de concevoir des pions, de concevoir des choses qui sont plus fines pour voir si le public aime manipuler ces objets qui sont plus travaillés. Donc, on va avoir une petite série de machines et des exemples de ce qu'on peut faire au Fab Lab. Parce que vous avez très certainement un Fab Lab dans le coin que vous pourrez aller visiter et pour tester vos premiers matériels de jeu. Alors, avant de commencer, est-ce que quelqu'un a des questions sur ce que je viens de dire juste avant? Regardez, je ne vous ai pas perdu. Super. Alors, je vais passer sur mon téléphone. Donc, je vais couper le micro et la caméra ici. Tac, je rallume ici. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Est-ce que vous voyez bien la caméra? Oui. Attendez, j'ai un petit. Tac. Ok.
Alors là, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Ah oui, il faut que j'arrête le partage du coup. Tac. Voilà. Donc là, normalement, c'est épinglé. C'est mieux. Ok, super. Alors, on va voir la première machine. Donc, je pense que la plupart de vous, on a peut-être déjà vu, voire manipulé. C'est l'imprimante 3D. Donc, l'imprimante 3D, le principe, il est simple. Donc, derrière la machine, vous allez avoir une bobine de fil. Donc, ici, c'est du plastique végétal qui va remonter dans un tube, ici, et qui va arriver dans une aiguille qui va chauffer. Pendant ce temps, ici, il y a un petit plateau que vous voyez là, qui va chauffer lui aussi, qui va monter jusqu'à atteindre l'aiguille. Et l'aiguille va commencer à concevoir l'objet du bas vers le haut en remontant. Et la plaque, elle, va descendre au fur et à mesure. Donc, pour l'utiliser, c'est assez simple. Si vous avez accès à une bibliothèque, je vous enverrai des liens à la fin du webinaire, où il y a des objets qui sont déjà modélisés en 3D. Donc, c'est des fichiers STL, il me semble, si je ne me trompe pas. C'est ça. Merci. Du coup, il y a des bibliothèques sur Internet où vous pourrez trouver des fichiers 3D prêts à être imprimés. Et donc, vous allez trouver des pions, vous allez trouver pas mal des dés, pas mal de matériel de jeu que vous pourrez déjà utiliser comme tel. Ça vous permet aussi de faire des figurines ou des pions un peu plus élaborés, un peu plus précis. Donc là, par exemple, on a un modèle de Groot, de bébé Groot. Alors, avec le contre-jour, je suis pas sûr qu'on voit très bien. Et oui, on pourrait avoir des pions de bébé Groot, du coup, si vous faites un jeu Les Guerriers de la Galaxie. Vous pourrez aussi avoir des petits objets comme ça qui peuvent bouger. Comme un... Ah bah merci, il y a déjà des gens qui envoient des petites bibliothèques, c'est super. Donc c'est surtout utile. Alors déjà, il y a les matériaux de base comme ça, des petites figurines qui permettent de faire des choses assez sympathiques. Mais c'est aussi utile pour faire du matériel de jeu un peu plus original, si votre jeu repose sur une technologie qui est un peu à part. Des choses comme des chaînes, des grosses clés, voire des petits casse-têtes comme ça. Bon là, ça bouge pas, mais ah si, ça bouge un peu quand même. Ah, on voit pas très bien, je vais me mettre comme ça. Ah là, on voit mieux. Voilà. Donc on peut faire des objets un peu originaux comme ça. Donc soit vous utilisez des fichiers 3D qui sont déjà sur des bibliothèques, soit vous pouvez aller sur SketchUp, aller sur FreeCAD, des logiciels de dessin 3D qui vont permettre de faire des choses sur mesure. L'imprimante 3D, c'est la seule machine du Fab Lab qui fonctionne avec des fichiers 3D. Tout le reste, ça va être des fichiers en 2D, donc des dessins en 2D, et surtout en vectoriel. Donc le vectoriel, contrairement au pixel, ça retient des mouvements. Ça, plus on grossit, la qualité va rester la même. Donc vous avez là encore des bibliothèques sur Internet où vous avez des fichiers 2D qui existent déjà, et ça va vous servir à utiliser les autres machines que je vais vous présenter. Celle-ci, c'est une découpe vinyle. Donc en fait, on va avoir notre fichier en 2D, on va faire comme si on l'imprimait, on va l'imprimer depuis le logiciel, et ça va lancer le fichier sur cette machine-là, où on va faire rouler un papier vinyle, et il y a une petite pointe ici qu'on voit, et au bout de cette pointe, il y a un cutter. Donc en fait, ça va découper le fichier 2D qu'on a créé, et ça va nous permettre de faire par exemple des stickers, comme vous pouvez voir là, avec une jolie licorne. Donc si jamais vous avez une boîte de jeu que vous voulez décorer, par exemple, vous pouvez faire un logo avec votre logo de jeu et le mettre sur vos différents éléments de jeu. Ça peut vous permettre de les transférer sur des t-shirts. Je ne sais pas si vous... Le t-shirt peut être aussi un élément du jeu. Voilà, ça vous permet de faire pas mal de choses, voire de décorer vos plateaux de jeu si vous partez sur un jeu de plateau. Alors, cette machine-là, je suis pas sûr que ça servira pour la conception de jeux, mais on sait jamais parce qu'il y a des jeux de tout type qui existent. C'est une brodeuse numérique. Donc toujours à partir de ce même fichier-là, on va installer des bobines de fil à l'intérieur et ça va nous permettre de broder le dessin qu'on a préparé avant. On a des exemples avec un Pikachu, on peut faire aussi un peu de symboles, de signalétique. Et si on zoome un petit peu, on voit les fils. Alors souvent, quand les gens arrivent pour la première fois au Fab Lab, c'est pour voir l'imprimante 3D. Et souvent, la raison pour laquelle ils restent à la fin, c'est la découpeuse laser. Parce
Parce que la découpeuse laser, comme son nom l'indique, ça permet de couper, mais aussi de graver. Donc, dans cette machine, vous allez avoir un laser qui va sortir de cette partie-là, qui va être envoyé, pareil, dans une espèce d'aiguille. Et là, la lumière va repartir vers le bas. Et ça va être une lumière très intense, donc un laser qui va être très, très chaude et qui va permettre, selon la puissance avec laquelle on la règle, soit de complètement découper la matière qu'on a mis à l'intérieur, soit de le graver. Et c'est une machine qui peut être extrêmement précise. Là, on va le voir avec un exemple. Ça, c'est un bout de papier. Du coup, je vais me mettre là parce qu'on ne va pas trop les détails. Et vous voyez la taille de mon ongle. Et vous voyez la précision aussi du bout des branches. Donc, ça peut vous permettre de découper du papier pour du matériel de jeu, ça peut être intéressant. Mais aussi du carton et du bois. Donc, suivant le matériel de jeu que vous avez, vous pouvez aller jusqu'au bois, ça peut être intéressant. Suivant les machines, vous pouvez potentiellement découper du métal, mais les machines qu'on a ici au Fab Lab ne le permettent pas. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de Fab Lab qui aient de machines qui découpent du métal. Donc, c'est à savoir. Et la découpe laser va surtout servir à concevoir des plateaux et des objets en volume. Et je vous enverrai un lien. Il y a un site qui permet de concevoir des boîtes sur mesure à partir de mesures qu'on va importer sur le site. Là, on a des exemples. C'est des boîtes qui vont avoir des petits renforts comme ça, qu'on va emboîter. Et c'est souvent assez solide. Et en plus, on peut graver sur les côtés. Voilà, Makercase. Merci beaucoup pour le renvoi des pistes, ça m'arrange. Voilà. Donc ça, nous, on a pour projet de faire la boîte du jeu de cytosine avec ça. Et de faire aussi des boîtes de rangement pour les cartes. Donc, c'est plutôt pratique. Ouais. Donc là, c'était le petit tour du Fab Lab pour vous montrer des machines pour faire des choses un peu plus précises, un peu plus sur mesure. Je vais revenir sur mon ordinateur. Tac. Et n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Super, merci beaucoup. Alors, tac. Tac. Je repartage l'écran. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Super, merci beaucoup. Voilà, donc on a vu la règle d'or du game design qui est plus on teste un jeu et meilleur il sera. Donc pour ça, il y a deux moments clés dans cette règle, dans cette boucle. La première, ça va être d'émettre une hypothèse qui soit pertinente, qu'on ait sélectionnée comme étant importante pour la suite du développement du jeu. Donc on va commencer par les mécanismes de base pour être sûr qu'ils fonctionnent bien, qu'ils soient amusants, parce que c'est sur ça qu'on va s'appuyer sur le reste du jeu. Et ensuite, de construire un prototype qui va permettre de répondre à cette question de manière précise et sans équivoque. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment être précis sur la question qu'on veut poser aux joueurs et de ne pas passer trop de temps sur le prototype et surtout de ne pas l'encombrer avec des mécanismes ou du matériel de jeu qui ne vont pas être essentiels ou en tout cas qu'on n'a pas envie de prouver au moment où on fait le test. Donc là, dans la deuxième partie de ce webinaire, on va revenir sur les notions d'action et de stratégie. Donc, un jeu, c'est un outil pour vivre une expérience. Et surtout, quand on joue à un jeu, ça va largement se concentrer sur de la prise de décision. Et pour pouvoir prendre des décisions dans un jeu, il faut définir une série d'actions que les joueurs et les joueuses vont pouvoir accomplir dans le jeu. Et pour ça, on va prendre l'exemple d'un jeu vidéo qui s'appelle Céleste. Est-ce que parmi vous, des gens ont déjà joué à ce jeu ou ont déjà entendu parler du jeu?
C'est peut-être la toute première fois. Donc, c'est... Non, pas du tout. Ah, j'ai un oui. Belle BO. Alors, je pense que la plupart des gens qui ont déjà joué au jeu sont des gens qui ont été sûrement marqués par ce jeu. Si vous n'y avez pas joué et que vous êtes intéressé pour découvrir des jeux vidéo, je vous conseille vraiment d'y jouer. C'est extrêmement intéressant, à la fois en tant que joueur, mais surtout en termes de game design. Il y a énormément de choses à lire, à analyser, à comprendre. Je pense que autant Mario a marqué l'histoire du jeu vidéo en posant des règles de base, je pense que Céleste va marquer l'histoire du jeu vidéo dans la façon de se les emparer pour raconter et faire vivre une expérience. C'est pour ça que je voulais en profiter du coup de ces webinaires pour parler de jeux qui m'ont marqué, qui me passionnent et qui servent aussi à s'en inspirer. Donc j'ai conscience que la plupart du temps, on va concevoir des jeux de société quand on fait des outils de médiation. Mais la méthode qu'on voit, elle s'applique autant aux jeux de société qu'aux jeux vidéo. Et c'est intéressant de voir un peu ce qui se passe dans les deux domaines parce qu'on va pouvoir s'inspirer des deux. Voire, je vous conseille aussi de vous inspirer de ce qui existe dans la vraie vie. Donc, Céleste, pour revenir un petit peu sur le jeu, c'est un jeu de plateforme, donc comme Mario. C'est un jeu vidéo qui est disponible sur Steam, donc on peut y jouer sur PC. Il y a une version Switch. Et alors, je suis quasiment sûr que vous allez pouvoir le retrouver sur PlayStation et Xbox sur le store des boutiques en ligne. Il n'y a pas de version CD, il n'y a pas de version physique. C'est que sur des boutiques de jeux vidéo, sur les stores qu'on peut l'acheter. Et donc, c'est un jeu de plateforme comme Mario, où on va avoir un personnage qui va pouvoir se déplacer, sauter. Et ça raconte l'histoire de Madeleine, donc la jeune fille aux cheveux roux qu'on voit sur le visuel, qui va vouloir escalader le mont Céleste. Donc, je vais vous montrer le prologue du jeu et on va revenir un peu là-dessus. Alors, n'hésitez pas à me dire si le son fonctionne quand ça va se lancer. C'est un anglais, c'est tout. Ah, ça a coupé. Dès que ça arrive. Donc, pourquoi es-tu si nerveuse? Ça marche bien. Donc ça, c'était le prologue du jeu. Alors, je remets rapidement ça. Donc, il se passe pas mal de choses dans ce prologue, on va en reparler un petit peu. Donc, dans cette première partie, on comprend que Madeleine, le personnage principal, s'est mis en tête d'escalader le mont Céleste.
et elle va rencontrer une étrange grand-mère, du coup, qui lui laisse entendre que ce qu'elle va voir dans cette montagne, il va se passer des choses étranges. Euh, et on se rend compte aussi que la grand-mère parle non seulement à Madeleine, mais à nous en tant que joueurs, quand elle nous prévient que l'escalade du Mont Céleste va non seulement être étrange, mais surtout pas facile. Donc le jeu va être difficile, on va rencontrer des obstacles, il va falloir s'y confronter, il va falloir voilà, faire des efforts et apprendre et persévérer. Ce petit prologue, il nous permet aussi d'introduire l'univers, le personnage, l'histoire, et surtout les différentes actions que vous allez pouvoir réaliser avec votre personnage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les actions opérationnelles. C'est les actions explicites que le jeu autorise. Donc dans le jeu vidéo, ça va souvent correspondre à des boutons. Donc là, le personnage de Madeleine va pouvoir, on l'a vu, sauter, se déplacer. On l'a vu grimper, donc avec le petit tutoriel qui expliquait avec quel bouton on allait pouvoir grimper. Et surtout, on a vu que le personnage pouvait dasher. Donc c'est une sorte de double saut qu'on va pouvoir faire quand on est déjà en l'air pour aller plus haut, récupérer d'une chute ou se rediriger au milieu d'un saut. Donc cette capacité du personnage à dasher introduit une sorte de magie dans le jeu qu'on ne s'attend pas à voir au vu du pitch parce que c'est l'histoire d'une jeune fille qui escalade une montagne. Donc à première vue, le jeu vidéo a l'air assez réaliste jusqu'au moment où la grand-mère nous explique qu'il va se passer des choses bizarres. Et ça, c'est la première rencontre avec l'étrange, avec le magique, l'incongru. Et toute la mise en scène a permis de se rendre compte que non seulement c'est inattendu pour nous en tant que joueurs, mais ça a l'air aussi inattendu à Madeleine au sein de l'univers dans lequel elle évolue. Donc pour ça, c'est assez intéressant à analyser parce que c'est un tutoriel assez simple qui explique quel bouton fait quelle action, les actions opérationnelles qu'on voit là. Mais la mise en scène et la façon dont les niveaux ont été construits font que ce tutoriel s'intègre parfaitement à l'histoire et parfaitement à l'expérience du jeu Céleste, qui est de surmonter les obstacles. Vous avez vu qu'à la fin du prologue, il y a un petit message qui s'affiche en disant « Vous pouvez y arriver ». Donc déjà, on s'attend à ce que le jeu soit à un niveau assez élevé. Donc ça, ce sont les actions opérationnelles du jeu Céleste. Vous pouvez vous amuser à faire le même travail, d'essayer de voir quelles sont les actions d'autres jeux vidéo. Donc là, c'est assez simple, ça va correspondre à des boutons, mais aussi à des jeux de société. Donc, dans des jeux de société, on a toujours un répertoire d'actions qui est explicitement dit dans la règle du jeu. Et quand on va expliquer les règles d'un jeu, souvent, on va expliquer ce que sont les actions que le joueur a le droit de faire. Ça peut être piocher une carte, ça peut être déplacer un pion, ça peut être jeter un dé. Par exemple, aux échecs, on a grosso modo deux actions qu'on peut réaliser. La première, c'est de déplacer un des pions. Et le deuxième, c'est de manger un autre pion s'il est sur un des déplacements, sauf le pion qui mange en diagonale. Donc ça, c'est genre les actions opérationnelles. Et en général, dans un jeu, on ne va jamais avoir une action qui va permettre de faire un résultat qui va nous permettre de gagner systématiquement. Donc, sinon, on appuie sur un bouton et puis après, on gagne le jeu. Donc il y a un autre type d'action qui va émerger de ces actions opérationnelles, sauf au Quidditch qui, de toute façon, est un jeu qui n'a aucun sens. Mais bon, on pourra en reparler si vous voulez. Donc, les actions opérationnelles, souvent, vont demander une certaine maîtrise pour réaliser des actions qu'on dit résultantes. Je m'explique. Aux échecs, les actions sont simples. On peut bouger des pions, par exemple. Sauf que quand on bouge les pions, on peut faire des lignes de pions qui vont servir de ligne de défense et protéger une partie de l'échiquier. C'est une action résultante. Je vais pouvoir faire échec pour manger une autre pièce. C'est une action résultante du fait de déplacer les pions. Et ça marche pour tous les types de jeux. À chaque fois, vous allez, à partir de mécanismes et des actions très très simples, pouvoir faire des combinaisons pour avoir des résultats plus ou moins élaborés. Donc, puisqu'on prend l'exemple de Céleste, on va voir à partir de cette série d'actions opérationnelles comment est-ce que le joueur va devoir se les approprier pour relever des défis toujours différents. Alors, on va repasser à la vidéo et j'espère que ça va un peu moins bugger que tout à l'heure. Bon, ça a l'air d'aller quand même. Et là, je remercie l'auteur de la vidéo qui a créé un petit sommaire aussi parce que c'est bien pratique. Et je vais faire pause à chaque fois pour expliquer certaines choses. Bon, attendez, s'il va y avoir une pub. Je sentais le truc arriver. Et voilà. Et on reprend.
Alors là, il s'est passé deux choses à partir de l'action opérationnelle sauter. La première, c'est qu'il y avait un petit trampoline qui lui a permis de sauter plus haut et de franchir un obstacle qu'il n'aurait jamais pu franchir si le trampoline n'était pas là. La deuxième chose, c'est qu'on a vu que quand il y avait des murs assez rapprochés, le fait que le personnage puisse sauter contre un mur et le répéter, c'est qu'elle peut escalader beaucoup plus haut que s'il utilisait la fonction de grimper. Et là, le joueur vient de faire la rencontre fatale avec l'inertie. De façon assez sadique, hein, vous remarquerez que le niveau était conçu vraiment pour que les personnages meurent en apprenant ce mécanisme de jeu-là, qui est que si je saute lorsque la plateforme est en mouvement, je vais être emporté par les gens de la plateforme. Donc là, il n'y a aucun moyen de le savoir tant qu'on n'en a pas fait l'expérience. Et le game designer a choisi de mettre des petits pics au moment, à l'endroit pile où le joueur allait arriver. Donc ça permet d'avoir une expérience qui va vraiment marquer le joueur pour que cet apprentissage reste gravé dans sa mémoire. On va voir ensemble si ça a marché ou pas. Donc là, on a vu des choses intéressantes. Encore une fois, le joueur fait une rencontre assez dramatique avec un élément du jeu qui sont les plateformes qui se désintègrent quand on marche dessus. Ces plateformes permettent de mettre de la tension sur l'action opérationnelle qui est de sauter. Et le fait que les plateformes disparaissent, ça va induire un rythme. Donc là, le joueur apprend que parfois, il va devoir sauter en suivant un rythme. Et comme il ne maîtrise pas encore bien les commandes de son personnage, vu qu'il est tout en bas de la courbe de progression, forcément, la première fois qu'il rencontre ça, il va mourir. La deuxième fois, il va comprendre en partie le rythme, et il ne va pas être suffisamment en confiance avec lui-même. Et donc, il a une stratégie d'évitement qui a été conçue exprès dans le level design, hein, qui va être de grimper le mur qui est juste à côté pour gagner du temps. Donc, ça permet déjà de mobiliser les actions sur lesquelles on est le plus à l'aise en ayant un choix à faire. Et cette notion de choix, elle est extrêmement importante dans le game design parce que ça fait aussi partie de ce qui va rendre une décision intéressante. C'est déjà, un, on a le choix, et deux, on va pouvoir l'adapter en fonction de ses besoins et de ses préférences. Deuxième point assez subtil, là le joueur a essayé de grimper parce qu'il a vu qu'il y avait un élément du décor qui était invisible, et il apprend par la même occasion qu'il ne peut pas grimper à l'infini. Le personnage a une jauge d'endurance qui fait qu'au bout d'un moment, il va finir par tomber tout seul. Donc il n'est pas arrivé jusqu'à ce stade-là. En général, ça n'arrive pas tout le temps, mais les joueurs ont tendance à aller tout en haut, à essayer d'aller tout en haut pour voir s'il y a une partie qui est encore cachée. Et c'est là qu'on se rend compte que le personnage s'essouffle et va tomber. Donc là, pour une fois, c'est pas trop sadique. Si jamais on se rend compte qu'on tombe, il n'y a rien à la réception pour nous tuer et nous marquer de cette expérience-là. Deuxième petit apprentissage, on apprend que si on rebondit sur un mur, on peut sauter plus haut. Deuxième réponse avec une merci. Donc là, on ne se rend pas forcément compte si on n'est pas en train de jouer, mais le joueur vient d'apprendre quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'on ne peut dasher qu'une fois à chaque saut. Donc la première fois, il a dashé pour essayer de rejoindre le mur pour grimper dessus, et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas le refaire pour atteindre la petite plateforme où il y avait la fraise. Donc ça, c'est un petit twist qui fait que ça va induire énormément de stratégie pour économiser ce dash au moment où le personnage en a le plus besoin. Et très souvent, mais alors très très souvent dans le jeu, on va mourir parce qu'on l'a utilisé trop tôt, parce qu'on a paniqué à cause de la tension du niveau.
devienne bleue quand tu dashes pour voir si on l'a déjà vu. Alors, je vais m'arrêter là et puis je vais répondre à une question qui est intéressante. C'est du jeu pour du jeu. Quelle est l'intention scientifique du jeu? Et justement, je voulais revenir sur la notion d'expérience et comment Céleste arrive à ça. Ça va être un premier élément de réponse. Et après, je pourrais faire un petit point sur comment on peut relier ça à des éléments scientifiques. Alors, je vais reprendre ça. Alors, l'expérience de Céleste, c'est comment est-ce qu'on peut surmonter des obstacles. Donc, le personnage de Madeleine, du coup, qui est venu pour escalader la montagne, au fur et à mesure du jeu, on comprend qu'elle n'est pas là juste pour relever un défi. Elle est là parce que le personnage traverse une dépression et qu'elle a besoin de se confronter à elle-même. Donc, Céleste, Madeleine, quant à l'escalade du Mont Céleste, c'est pas pour affronter la montagne, c'est pour s'affronter soi-même. Et il y a une espèce de parallèle qui se fait tout au long du jeu entre nous et Madeleine. Parce que nous, on n'est pas là juste pour le défi de terminer le jeu, on est là aussi pour se confronter à soi-même et s'améliorer. Donc, comme j'ai dit avant, Céleste, c'est un jeu où on meurt beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le jeu nous le rappelle parce qu'on a un compteur de mort qui est censé s'afficher, mais surtout, on a des messages encourageants qui sont bienveillants, qui sont soyez fiers de votre compteur de mort, parce que plus vous mourrez et plus vous apprenez, continuez à le faire. Et on avait vu dans le premier webinaire qu'un élément important dans un jeu sérieux, c'est cette capacité à persévérer et à apprendre par empathie avec le personnage. Donc, si j'ai une empathie forte avec un personnage et que le personnage apprend quelque chose, il y a des chances pour que j'intériorise cette connaissance, cet apprentissage, pour un temps assez long dans ma vie et qui va favoriser le changement de comportement. Là, typiquement, c'est un jeu qui l'illustre très bien. On est en constante empathie avec Madeleine parce que c'est le joueur qu'on incarne du début à la fin. C'est un jeu qui est extrêmement difficile. Le personnage traverse un moment très difficile dans sa vie, donc on est vraiment en symbiose avec lui, enfin avec elle, pardon. Et le jeu nous apprend à persévérer, à ne pas s'arrêter à l'échec et à continuer jusqu'à temps de s'améliorer et remonter les challenges qui sont devant nous. Donc c'est vraiment le propos du jeu qui est de surmonter les épreuves et de persévérer dans la vie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire dans le jeu sérieux et c'est quelque chose qu'on essaie de faire quand on parle quand on crée des jeux qui vont parler de science, c'est de pouvoir passer un message qui va entrer dans la mémoire à long terme. Et les jeux sont des mécanismes, des outils de persuasion qui reposent sur l'émotion. Ça repose moins sur les arguments, sur des critères objectifs que sur des critères subjectifs que le joueur va vivre. Et c'est une leçon qui est assez importante parce que si vous construisez un jeu qui va reposer uniquement sur du mécanisme pur et dur, très mathématique, ça va avoir moins d'impact que si vous avez une couche d'émotion pour appuyer votre propos. La raison pour laquelle j'ai présenté le jeu Céleste, c'est que c'est un jeu qui a tout à fait compris comment elle faisait passer une émotion pour servir un propos par tous les ports du jeu. Donc les mécanismes, qui est une série d'actions très limitées, mais qu'on va apprendre à maîtriser au fur et à mesure. Le level design, donc la façon dont les niveaux sont conçus. Le fait qu'on peut mourir tout le temps, mais que le jeu fait que la mort n'est pas si punitive. On reprend toujours au début du niveau assez rapidement, on peut recommencer très rapidement. Voilà, donc c'est vraiment cette symbiose entre les mécanismes et le propos du jeu qui font que le message va passer. Et c'est ça qu'on va essayer de faire dans les jeux qui parlent de science qu'on va concevoir. Est-ce que c'était clair là-dessus? Et est-ce que j'ai répondu à la question surtout de Marielle? Ou est-ce que vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas convaincu ou vous n'avez pas l'intérêt de ce genre d'exercice? Alors, je vais continuer. Alors, pour moi, un jeu scientifique, c'est d'apprendre un sujet. Par exemple, deux jeux au contenu scientifique similaire me dit un très différent. Climatique Tactique versus Terrabilis. Alors, je ne connais pas ces jeux. Mathieu, si tu veux bien prendre la parole pour les expliquer. Ou sinon... Oui, le but du jeu, en fait, ce sont deux jeux, on va appeler deux jeux sérieux sur le... Vous m'entendez? Oui. Oui, donc deux jeux sérieux sur le changement climatique.
qui ont été conçus de façon très différente. Climatic Tactics, c'est une équipe d'étudiants d'un laboratoire parisien qui a voulu faire un jeu pour essayer de vulgariser un petit peu ces enjeux de changement climatique auprès des jeunes publics. Terrabilis, par contre, c'est un producteur de jeux aguerri qui a décidé de faire un jeu sur cette thématique-là. Parce que lui-même aussi, humainement, il trouve que c'est important. Mais ça fait deux jeux extrêmement différents. En fait, on voit que l'un, c'est un jeu, c'est un contenu sérieux. Climatic Tactics, c'est un contenu sérieux qui est devenu un jeu. Ok. Sauf qu'en fait, on sent la lourdeur de la précision scientifique en permanence. Je l'ai utilisé en formation et ça marche. C'est dur. Enfin, il faut vraiment des gamers très, très vétérans pour pouvoir aller jusqu'au bout. Au bout d'un moment, on a juste compris comment gagner des points et on n'est même plus empathique. Enfin, on suit plus les contenus. On s'arrange juste pour gagner des points dans les autres et c'est tout. Alors qu'inversement, Terrabilis, c'est donc un jeu sur un thème sérieux. Et en tant que jeu, effectivement, il est très drôle. Mais on réussit quand même, et donc là, on s'amuse bien. Et mine de rien, à la fin de la partie, on se rend compte qu'on a appris 2-3 choses sur le changement climatique. Et donc, ça illustre bien ce que tu voulais montrer sur Céleste, où le fait que si on rajoute de l'empathie, on améliore l'apprentissage. Ben là, effectivement, sur ces deux-là, en formation, j'hésite pas longtemps. C'est intéressant. Et du coup, dans tes retours, tu as l'impression que les participants ont plus retenu les contenus par Terrabilis ou par Climatactique? Terrabilis. Voilà. En fait, le Climatic Tactic fonctionne très bien avec des étudiants ou des chercheurs, parce qu'en fait, ils ont l'habitude d'avoir des données brutes en permanence, donc ils réussissent très bien à faire leur petit modem de chemin. Par contre, typiquement avec des profs ou des formateurs, ben, ça fait trop de questions, il y a trop d'infos. Au bout d'un moment, oui, on se concentre juste sur avancer les points jaunes ou ne pas trop en avoir, je ne sais même plus. Alors que l'autre, Terrabilis, quel que soit le public, tout le monde a envie de jouer et tout le monde est déçu quand on perd, évidemment, mais ça apprend plus de choses. Complètement. Bah, du coup, ça vient complètement appuyer les résultats des travaux de recherche que je citais dans le webinaire d'avant, qui est que le jeu, c'est avant tout une méthode de persuasion avant d'être une méthode qui va convaincre par l'argumentation. Ça, c'est une chose importante qui peut ne pas correspondre avec votre éthique et sur la façon dont vous faites de la médiation. Donc, c'est aussi ça qui fait que le jeu va rentrer dans la mémoire à long terme, c'est que ça va toucher à l'émotion. La deuxième chose, c'est qu'il y a une frontière qui n'est pas forcément facile à discerner entre l'exercice pédagogique et le jeu. Je m'explique. Le but d'un exercice pédagogique, ça va être de faire entrer les participants et les publics dans un problème où il va falloir trouver une méthode de résolution. Et souvent, dans un exercice, il y a une méthode de résolution et le jeu, l'exercice consiste à trouver cette méthode-là. Alors que le jeu va plutôt avoir tendance à laisser une liberté aux joueurs pour prendre des décisions et va définir certains impacts aux décisions que les joueurs ont prises. Ça va un peu changer la donne parce que les conclusions auxquelles le joueur va arriver vont venir de sa propre expérience, de ses propres choix et de ses propres décisions. Et c'est ça qui fait qu'il va les retenir aussi plus facilement. Donc l'exemple de Céleste, l'exemple de Terrabilis, c'est typiquement des exemples où les joueurs vont se souvenir de la tension qu'ils ont ressentie dans le jeu, des choix qu'ils ont faits et de la façon qu'ils ont trouvé de les surmonter aussi. Là où des jeux qui vont être plus proches de la réalité, donc qui vont être plus spécifiques sur les mécanismes ou les sujets scientifiques qu'on aborde, vont être plus exacts, ils vont être plus pertinents d'un point de vue scientifique. Par contre, en termes de médiation et en termes de ressenti, de ce que le joueur va retenir, ça va être moins impactant. Et les gens ne vont pas forcément s'en rappeler de la même manière. Donc, je ne dis pas que les exercices ou que les autres méthodes, mis à part le jeu, sont systématiquement moins bonnes. Chaque outil de médiation a son intérêt. Les choses que j'explique, c'est que je pense que le jeu a une qualité intrinsèque qui n'existe que si on fait des jeux qui sont basés sur l'émotion. Et si jamais ce jeu n'a pas été conçu de cette façon-là, il va sûrement moins bien marcher que si vous en faisiez un exercice ou une exposition moins ludique. C'est voilà, c'est la spécificité du support. Et c'est cette spécificité qui fait que le jeu va fonctionner de telle manière, à savoir persuader les gens qui vont jouer au jeu. Donc, je vois qu'il y a pas mal de réactions. Alors, je reprends les questions un petit peu. Tac, tac, tac.
Alors, la difficulté, à mon sens, au sein d'une exposition, c'est de réussir à créer de l'empathie sur un temps de jeu très court. Avez-vous des exemples réussis? Alors, j'ai pas d'exemple réussi d'exposition auquel j'ai participé sur le point de vue de l'empathie. Des expositions qui reposent sur le jeu, on l'a vu déjà au premier webinaire avec le Quai des Savoirs, qui vont être axés sur l'interaction, vont permettre de créer dans l'esprit du joueur une sorte de simulation par rapport à la vraie vie des sujets qu'il est en train d'aborder. Donc, par exemple, plutôt que d'expliquer les biais cognitifs, ils vont y être confrontés et on va les encourager à essayer de se positionner dessus ou d'interagir avec. Si on voulait avoir une exposition qui crée beaucoup d'empathie, ça repose principalement sur l'univers. C'est déjà ce que fait le Quai des Savoirs avec le thème de la ville. Donc l'exposition reprend une ville qui a été construite avec un travail sur les lumières, les tailles qui sont assez impressionnantes. Ça, typiquement, ça va créer un lien émotionnel entre le participant et l'exposition. Et c'est aussi là-dessus qu'il faut s'axer. La deuxième chose, c'est le storytelling. C'est comment est-ce que le joueur va être accompagné du début à la fin et quelle histoire ça raconte. Donc, l'exposition du Quai des Savoirs aussi le fait, sur le fait de récupérer des badges et d'avoir un bilan à la fin. Je pense qu'une autre façon de le faire, c'est aussi d'introduire une sorte de jeu de rôle où on explique au joueur quel personnage il est en train d'incarner et quelles sont les différentes étapes qu'il va traverser avec une scénarisation sur des temps forts et des retournements de situation, des choses comme ça qui font que l'expérience va être aussi marquante, non seulement par les interactions, mais aussi par l'histoire que ça raconte. Alors, deuxième question, sur ce type de thématique, est-ce que coupler l'apprentissage avec un jeu en mode collaboratif, on perd ou on gagne tous ensemble, a un impact sur les publics? Alors effectivement, que ce soit un jeu compétitif ou collaboratif, ça peut toujours être un jeu qui va avoir un impact très fort. Il n'y a pas de type de jeu meilleur qu'un autre, tout simplement parce que chaque mode de jeu va s'adresser à des types de joueurs différents. Ça, on va le voir un peu à la fin en dernière partie du webinaire. Donc, il y a des jeux collaboratifs qui sont extrêmement prenants, et ça ne veut pas dire qu'un jeu collaboratif est facile. Il y a des jeux collaboratifs qui sont extrêmement difficiles. Je joue par exemple en ce moment à Cuphead, qui a aussi un jeu en 2D sur un jeu vidéo, qui est extrêmement difficile. Il y a un mode de joueur. Et donc, du coup, le fait de vivre cette difficulté avec plusieurs personnes avec lesquelles on est, ça va provoquer des moments aussi très forts quand on va remporter la partie, parce qu'on a l'impression d'avoir accompli un exploit à plusieurs et c'est sympa à vivre. L'inconvénient, c'est qu'il y a aussi des moments où c'est extrêmement frustrant. Cette frustration, on la vit à deux, et du coup, ça va aussi créer des tensions. Donc, il y a vraiment une tension à gérer entre le mode collaboratif, le mode compétitif, et surtout la difficulté du jeu. Donc là, j'ai parlé de Céleste, j'ai parlé de Cuphead, qui sont des jeux très difficiles. C'est loin de convenir à tous les joueurs. Il y a des jeux qui ont besoin d'être simples pour toucher des joueurs qu'on essaie de toucher. Et du coup, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être challengeant pour eux. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un jeu extrêmement comment dire, exigeant pour créer cette tension. Donc là aussi, il faut être vigilant sur comment est-ce qu'on place le curseur de la difficulté du jeu. Alors peut-être qu'il faut aussi prendre le jeu comme une fin en soi, un objet en soi, et non un simple moyen. Alors oui, je suis extrêmement d'accord avec toi. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce webinaire existe, pour parler de game design. Et c'est aussi pour ça que je prends des exemples comme Céleste, des jeux qui n'ont pas forcément été conçus pour en faire une fin pédagogique. C'est que je pense que pour construire des jeux, il faut comprendre la qualité intrinsèque du jeu, qui est l'émotion que ça provoque. Donc à partir du moment où cette émotion existe, on va considérer que le jeu est réussi, si l'émotion correspond à ce qu'on veut faire vivre. Et c'est aussi le propos de dire que ces émotions-là vont nous permettre, nous, en tant que médiateurs, de parler de sujets et de sujets scientifiques ou de sujets, ou de faire apprendre des choses. Le rapport à la science, je pense qu'on travaille tous aussi là-dessus. Il y a un rapport à la découverte, il y a toujours un rapport à l'émotion sur comment est-ce qu'on approche un sujet et comment est-ce qu'on crée de l'intérêt sur ce sujet-là. Donc le jeu, c'est un de ces moyens-là. Et le but du jeu, ça va être de créer des émotions, des ressentis qui vont permettre de créer cet intérêt qu'on essaie de générer chez nos publics. Alors, encore deux petites questions. Pour moi, le créneau du jeu pédagogique, c'est d'apprendre sans le savoir, apprendre sans se rendre compte que l'on apprend quelque chose et apprendre sans avoir le savoir initial. Alors oui, exactement. Je pense qu'un des gros ennemis du jeu sérieux, c'est le faux exercice. Donc, il y a une confiance qui se crée entre quelqu'un qui fait jouer un jeu et quelqu'un qui y joue quand on dit qu'on va jouer un jeu.
les joueurs vont avoir une certaine attente sur ce qu'ils vont faire. Et si cette attente n'est pas respectée, donc si jamais le jeu n'est pas suffisamment jouable, interactif, ça peut briser l'interaction entre le jeu et le joueur. Et cette interaction brisée fait que, comme le jeu, c'est un acte volontaire, on peut complètement rater son intervention si les joueurs décident d'arrêter de jouer. Et ça arrive avec tous les jeux. Moi, sur Ocytocine, dans les ateliers que j'ai faits, j'ai toutes les bonnes intentions du monde, hein, j'essaie vraiment de faire un bon jeu. Mais ça arrive régulièrement qu'il y ait des participants, des joueurs, des jeunes, à qui le jeu ne convient pas et qui décident d'arrêter de jouer pour faire autre chose. Ça, il faut l'accepter, je pense. Mais il faut aussi se donner l'objectif de récupérer le public qu'on essaie de toucher en les invitant à vraiment interagir, à prendre des choix. Et c'est pour ça qu'on voit un peu ces techniques, ces actions dans le webinaire. Dernière question. Le jeu peut aussi avoir comme objectif pédagogique d'apporter un savoir-faire ou un savoir-être, pas seulement un savoir. Céleste en a un bon exemple. Oui, exactement. Donc, du coup, ça va être le dernier point que je voulais aborder là-dessus aussi. C'est que vous n'êtes pas obligé directement d'aborder votre sujet pour en faire un outil de médiation. Je m'explique. Si jamais vous êtes sur un projet de recherche participative sur les symptômes de la dépression et qu'est-ce qu'une maladie mentale, Céleste, c'est un bon exemple d'outil de médiation que vous pouvez utiliser dans un premier temps pour faire organiser une rencontre entre une émotion et un sujet. Donc cet apprentissage du joueur qui est de surmonter les obstacles, de faire face à la difficulté, de surmonter, permet d'aborder des sujets de transition, d'aborder des sujets de crise. Et Céleste, c'est un exemple où on est invité à traverser cette crise-là, mais peut-être qu'on va rencontrer une dépression, des obstacles qui vont être trop difficiles pour nous et on va abandonner. Et ça nous permet de faire une médiation aussi autour de ces sujets-là et de rapporter ça à des sujets de science. Et enfin, la game designer de Céleste, du coup, qui s'appelle Maddie Thornton, était en transition au moment où elle a créé le jeu. Et donc, en fait, rétrospectivement, ce jeu, c'est aussi devenu un jeu qui parle de la transition de genre. Et c'est aussi un autre exemple de sujet qu'on pourrait aborder parce que c'est le jeu porteur d'émotions est aussi un porteur de sujet. Est-ce que c'est bon pour vous? On vérifie juste rapidement l'heure. Tac. Ok. Alors, je vais essayer d'accélérer un peu. Je voulais revenir sur les stratégies. Donc, on a vu qu'il y avait des actions opérationnelles, qui sont des actions explicitement dites par le jeu qu'on peut utiliser. Et il y a aussi des actions qui sont dites résultantes, qui sont des moyens de détourner les actions pour surmonter des obstacles qui, à première vue, ne pouvaient pas être surmontés. Maintenant, il y a un dernier aspect qui est l'aspect de stratégie. Donc, la stratégie, c'est des ensembles d'actions que le joueur va imaginer pour remporter la victoire sur le long terme. Donc, il y a un type de jeu particulier où il y a une seule stratégie qui est gagnante. Ce sont les casse-têtes, comme le Rubik's Cube ou certains escape games, des objets, où le but du jeu va être de trouver la stratégie qui va permettre de remporter la victoire. Donc, les jeux de réflexion, d'enquête, souvent, vont reposer sur le principe du casse-tête. Et il va falloir être vigilant sur comment est-ce qu'on invente ces stratégies pour gagner, parce que chaque joueur a une logique qui peut lui être propre. Et la difficulté va être extrêmement difficile à doser, parce que selon le type de personne, il y a des gens qui vont trouver la solution directement, et d'autres qui ne vont jamais la rencontrer. Donc, ce qu'on essaye plutôt de faire dans un jeu, qui est un jeu de société ou un autre type de jeu, c'est de prévoir des stratégies qui sont équilibrées, et que le joueur puisse choisir une des stratégies en étant conscient des avantages et des inconvénients de chacune des stratégies disponibles dans le jeu. Donc, on va voir rapidement 3 méthodes pour équilibrer, en sachant que le 4e webinaire va aussi servir à parler de façon plus précise de cette question d'équilibrage et de difficulté, donc je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. La première, c'est d'équilibrer par le risque. Donc, ça veut dire que si une stratégie est extrêmement puissante, il faut que ça soit très risqué pour le joueur de l'utiliser. Par exemple, dans des jeux de société, parfois vous choisissez un rôle, et, par exemple comme le loup-garou, et si vous êtes le loup-garou, vous avez un pouvoir beaucoup plus puissant que les autres rôles dans le jeu. Donc, vous allez pouvoir choisir d'éliminer un joueur de façon totalement arbitraire. Donc ça va s'équilibrer avec le risque que ça représente d'être le loup-garou, parce qu'à la moindre erreur, si je me fais repérer, je vais être éliminé par les autres joueurs. Ça permet d'équilibrer le déséquilibre entre plusieurs rôles.
Le deuxième style d'équilibrage, c'est la technique, on va dire, du pierre-feuille-ciseau, donc du Shifumi, où vous allez avoir trois stratégies et chacune va en battre une autre. Donc l'exemple le plus connu, c'est dans les jeux de rôle. Souvent, vous allez avoir les guerriers, les mages et les archers. Les guerriers vont battre les archers vont battre les mages et les mages vont battre les guerriers. Ce qui fait que quand vous êtes dans des duels, vous allez essayer d'anticiper ce que va choisir l'adversaire et vous allez adapter votre style de jeu pour pouvoir compenser les points forts de votre adversaire et vous appuyer sur vos points forts à vous. Le dernier exemple, et sûrement la plus simple façon d'équilibrer un jeu, c'est de créer de la symétrie. Donc, vous allez prendre deux joueurs ou plusieurs joueurs et vous leur donnez exactement les mêmes outils en main. Ce qui fait que ce qui va équilibrer le jeu, c'est le niveau des joueurs et pas les mécanismes que vous incluez dans votre jeu. Donc, c'est beaucoup plus simple. Ça permet d'équilibrer juste par ce qu'on appelle le matchmaking. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire rencontrer des joueurs qui ont le même niveau. Et dans le cadre du jeu de société, souvent, les gens vont avoir le même niveau parce qu'ils vont se regrouper en fonction des personnes avec qui ils jouent d'habitude. Alors, tac. Je vais revenir rapidement sur le cas de cytosine pour revenir un peu sur les différents points qu'on a vus ensemble. Ça va servir d'exemple. Donc, Ocytocine, c'est un jeu qui va se jouer en 2 manches. Les actions opérationnelles, il va y en avoir 3. La première, c'est que vous allez pouvoir lire une carte. Donc, c'est une carte information qui est sous forme de tweet. Et vous allez en avoir 6 dans votre main. Sur ces 6 cartes, vous allez devoir en choisir une que vous allez pouvoir poster sur votre mur. Et les autres cartes qui vous restent, vous allez les donner à votre voisin. Poster une carte, ça veut dire la mettre dans ce petit paravent. Comme ça. Et là, ce qui est intéressant dans cette mécanique, ce qu'on appelle le mécanisme de draft, donc j'ai un tas de cartes, j'en choisis une et je donne les autres aux adversaires, c'est que vous allez avoir beaucoup d'actions résultantes qui vont naître de cette simple action. Donc la première, c'est que j'ai un choix intéressant à faire entre est-ce que je prends une carte qui vaut beaucoup de points, mais qui risque de m'éliminer si jamais on m'attrape en train de mentir, ou est-ce que je prends une carte qui vaut moins de points, mais qui est plus sûre parce qu'on ne pourra jamais m'éliminer vu que je dis la vérité. La deuxième chose, c'est que comme je donne mes cartes à mon voisin, je lui donne aussi l'opportunité de gagner des points en prenant des risques, ou au contraire de ne pas prendre de risques. Donc ça fait que quand j'ai fait les tests du jeu, j'ai vu plusieurs stratégies se mettre en œuvre. La première consistait à donner toutes ces cartes pourries au voisin, soit pour qu'il marque moins de points, soit pour le forcer à publier des fausses informations. La deuxième, c'est que du coup, il y a des gens qui vont plutôt prendre beaucoup de risques et essayer de gagner au nombre de points ensuite. Donc ça, c'est ce que je voulais dire par les actions opérationnelles et les actions résultantes. Essayez d'en prévoir quelques-unes et de voir comment ça fonctionne dans le jeu quand vous faites les tests pour encourager les stratégies que vous trouvez les plus amusantes. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Alors, je suis désolé, j'ai un peu laissé le temps couler au départ, du coup. Du coup, je suis allé assez vite sur le cas de cytosine pour vraiment passer du temps sur la dernière partie qui, dans la question de la médiation, je trouve est extrêmement importante. Alors, on a vu du coup que il existe différents types de jeux et que chaque catégorie de jeu va avoir un petit peu son public. Donc, avec l'exemple de Céleste, je pense qu'on a réalisé qu'il y a un certain nombre d'entre nous qui ne jouent pas aux jeux vidéo, qui ne sont pas forcément intéressés par ce format-là, d'autant qu'il y a plein de joueurs de jeux vidéo qui ne vont pas du tout s'intéresser aux jeux de société. Et il y a aussi des catégories internes, parce que sinon ce serait trop simple. Dans les jeux vidéo, il y a des gens qui vont jouer que à des jeux de tir à la première personne et qui ne vont pas s'intéresser aux jeux de réflexion, etc. Donc il y a cette division un peu par catégorie qui fait que de fait, quand vous créez un jeu, vous allez systématiquement éliminer certaines personnes qui ne vont pas être intéressées par votre format. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont jamais se retrouver face à votre jeu, parce que si vous le faites en atelier, vous allez vous retrouver face à des gens qui ne sont pas attirés par ce mécanisme de base. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui, avant même d'avoir commencé à jouer et de rencontrer le jeu, vont déjà avoir un a priori négatif sur les mécaniques que vous avez utilisées. Donc la première chose à faire, c'est
quand vous savez quelle catégorie de jeu vous allez faire, essayez de voir comment les autres jeux qui ressemblent au vôtre sont reçus par le public pour essayer de comprendre un petit peu vers où vous vous engagez et quel type de retour vous pouvez avoir. Parce que dans les phases de prototypage, c'est important de séparer les retours sur votre jeu en particulier et les retours qui vont concerner la mécanique que vous employez. Par exemple, Ocytocine prend le mécanisme de draft que j'ai expliqué juste avant. Ce n'est pas un mécanisme de jeu qui est très courant dans des jeux tout public. Du coup, quand j'explique les règles, au début, c'est très flou. Donc, il faut bien avoir conscience que la toute première partie que je fais, souvent, les règles ne vont pas être tout de suite assimilées. La première partie va être brouillon. Donc, du coup, j'ai dû imaginer une première partie un peu tutoriel où j'ai gardé le scénario de Squid Game, où je sais qu'il ne va pas y avoir de stratégie, je sais qu'il va y avoir de la frustration sur les règles. Mais à partir du moment où les gens ont vécu cette première partie, la deuxième, en général, est beaucoup plus intéressante. Et ça a à voir avec le mécanisme de draft. Donc, il faut aussi que je travaille à le simplifier, mais c'est bien d'avoir conscience que il faut que j'aille voir d'autres jeux de draft qui sont accessibles et qui ont réussi du coup à se faire comprendre par les joueurs. La deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui sont attirés par différentes façons de jouer à des jeux. Et ça a été repris par Richard Bartle. Donc, Richard Bartle, c'est un game designer qui a conçu les premiers MMO en ligne, donc du coup des jeux massivement multijoueurs. Et il a écrit un article qui s'appelle Designer des mondes virtuels, où il a essayé de comprendre un petit peu quels sont les types de joueurs et la façon dont ils aiment interagir avec les jeux. Il en a retiré 4 catégories que je vais vous expliquer rapidement. La première catégorie de joueurs, ça va être les killers, donc les tueurs et les tueuses. Ça, c'est des gens qui vont être ultra compétitifs. Leur objectif quand ils jouent, c'est de gagner et d'anéantir les adversaires. Donc ça, vous avez déjà vécu, voire joué avec des killers. Ce sont des gens qui vont mettre une tension dans le jeu et qui vont beaucoup jouer avec la provocation, l'humiliation, qui vont vraiment s'engager extrêmement fortement sur la stratégie pour remporter la partie. La deuxième catégorie de joueurs, c'est un peu les bisounours, on va dire, c'est les socializers, les gens sociaux. Ce ne sont pas des gens qui jouent pour gagner, ce sont des gens qui jouent parce qu'ils aiment bien les interactions que ça va créer avec les autres joueurs. Typiquement, quand on joue à des jeux d'apéro, ça va être des jeux qui vont s'adresser beaucoup aux socializers, parce que c'est des jeux dont le but va être de créer un moment sympa entre des gens qui se connaissent déjà, mais qui aiment bien apprendre des choses qu'ils ne savaient pas sur les personnes avec qui ils sont. Donc, ils vont chercher le contact, ils vont plutôt préférer les jeux de coopération, et vont être intéressés pour comment est-ce que je fais pour interagir avec les autres joueurs et quel regard ça m'apporte sur eux. Donc là, comme exemple, vous pouvez avoir le Limite Limite, qui est un jeu d'apéro. Les jeux d'alcool, en général, sont des jeux de socializer. Ensuite, vous allez avoir les achievers, qui sont les collectionneurs. Donc ça, je dirais que c'est peut-être un peu plus spécifique au monde du jeu vidéo qu'au jeu de société. C'est des gens qui veulent finir le jeu à 100%. Donc souvent, dans des jeux, on va avoir des petits secrets à découvrir, des objets à collectionner. Vous allez avoir des zones que vous pouvez débloquer avec des passages secrets. Les collectionneurs et les collectionneuses, ce sont des gens qui vont passer leur temps à découvrir ça. Donc moi, je pense que je suis collectionneur. Et un jeu qui s'adresse beaucoup à moi, du coup, c'est Pokémon, dont le jeu consiste à attraper tous les Pokémon possibles et imaginables. Et sa déclinaison en jeu de cartes, c'est un peu la même chose, sauf que là, il va falloir sortir le porte-monnaie pour récupérer les Pokémon et les cartes qui vont avec. La dernière catégorie de joueurs et de joueuses, ça va être les exploreurs, donc les exploratrices, les explorateurs. Et eux, alors à première vue, ça ressemble pas mal aux collectionneurs. Donc ils veulent découvrir un peu tout ce qui a trait au jeu. Sauf que là où les collectionneurs vont être intéressés par des défis, des choses à accomplir, les exploreurs, eux, vont être plus intéressés par l'histoire que ça raconte. Et par l'histoire, je ne veux pas seulement dire le scénario principal, je veux aussi parler du contexte. Donc, dans des jeux vidéo, souvent, quand vous avez un objet comme une épée, vous allez avoir un petit texte de description qui va expliquer l'histoire de l'épée dans le contexte du jeu. Et là, il y a le Fab Lab qui va discuter, donc je vais m'interrompre juste 5 minutes pour me déplacer. Je suis désolé pour ce dérangement. Du coup, pendant que... Oula. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, toujours. Toujours, oui. Pendant que je me déplace, si vous voulez, on peut essayer de réfléchir à des types de qui s'adressent à des types de joueurs particuliers. Donc, partagez avec moi dans le chat
des jeux qui, pour vous, s'adressent principalement à des killers, à des socializers, à des achievers ou des explorers. C'est un exercice assez intéressant et si vous créez un jeu, vous pourrez voir un peu à qui vous vous adressez vous. Et vous allez visiter aussi un peu le dôme. C'est ce que Les expositeurs, on a beaucoup de jeux de killers là. Ah oui, Seven Wonders, ça peut être un peu compliqué à trouver. Un jeu d'explorer, on a Discovery Tour que je ne connais pas. Achever, on a Zelda Breath of the Wild et Skyrim. Alors, les exemples de jeux comme Zelda et Skyrim, c'est quand même des jeux assez complets, avec un univers assez énorme. Donc, ça s'adresse un peu à tous les types de joueurs, parce qu'il y a suffisamment de contenu dans le jeu pour intéresser un peu tout le monde. Et ça, c'est un peu propre aux jeux à gros budget, du coup, qui vont forcément essayer d'attrayer un maximum de gens. Killer Monopoly, ça sent le vécu. Collectionneur, on a Noobs en effraction. On a Achever, Explorer et Socializer avec When I Dream que je ne connais pas non plus. Donc là, c'est bien parce que ça permet de se rendre compte un petit peu à qui les joueurs s'adressent et que les jeux ont conscience de ce qu'ils sont en train de faire en général, qui s'adressent spécifiquement à certains types de joueurs, sauf dans les jeux vidéo ou les gros jeux, les jeux experts où il y a plein de mécanismes dedans. Parce que plus un jeu va être gros et complet, plus il va coûter cher, et plus c'est intéressant de s'adresser un peu à tout le monde pour que chacun puisse avoir un intérêt à acheter le jeu. Et c'est aussi pour ça que c'est Richard Bartle, un designer de MMORPG, qui a analysé ces publics pour définir ces catégories-là, tout simplement parce que le but d'un MMORPG, qui est un gros jeu qui coûte très cher à développer et qui a besoin d'avoir des ressources, va être de toucher tout le monde. Donc, ils essaient d'avoir le maximum de joueurs. Donc, quand ils vont équilibrer un MMORPG, donc les jeux massivement multijoueurs comme ça en ligne, ils vont équilibrer le jeu de façon à ce que ça plaise aux 4 catégories. Il faut un mode PVP, donc un mode joueur contre joueur, un mode compétitif, des monstres qui soient durs à battre pour contenter les killers et les gens qui sont là pour performer. Et il faut que le jeu soit vraiment équilibré pour qu'il y ait cette compétition qui puisse se dérouler dans le jeu. Il faut qu'il y ait des guildes, il faut qu'il y ait des groupes, il faut qu'il y ait des espaces de discussion, il faut qu'il y ait une communauté pour que les socializers puissent se rencontrer et générer des interactions entre eux. Il faut qu'il y ait des secrets, des choses à collectionner pour les acheveurs. Et enfin, il faut que l'histoire ait un univers qui soit intéressant pour que les explorers puissent passer du temps à s'intéresser à l'univers du jeu et qui découvrent l'histoire en profondeur. Donc, on a d'autres exemples. Alors, il y en a un qui est intéressant qui s'appelle Myst, qui est un jeu du coup vidéo à la première personne dans lequel il n'y a aucune interface. Il n'y a aucun moyen de savoir quel est le but du jeu et ce qu'il y a à faire dedans. C'est juste, on se balade dans une île, il se passe des choses étranges. Et des fois, quand on rencontre des objets, on se rend compte que ça bouge quand on clique dessus. Et tout le but du jeu consiste à essayer de comprendre comment ces mécanismes fonctionnent et ça va nous amener, peut-être par hasard, à faire des découvertes. Donc effectivement, c'est un jeu qui s'adresse aux explorers, des gens qui acceptent de ne pas être guidés et qui au contraire aiment ne pas être guidés pour visiter les espaces du lieu. Donc quand vous créez un jeu, c'est intéressant de vous poser la question à qui je m'adresse. Est-ce que je vais plutôt m'adresser à des gens qui aiment performer et se confronter à d'autres personnes, auquel cas je m'adresse à des killers. Si jamais je veux avoir un jeu qui va plutôt reposer sur les interactions, je sais que je vais m'adresser à des socializers. Et plus souvent, si vous faites un jeu grand public qui s'adresse à des gens qui ne jouent pas beaucoup au jeu, le public que vous allez le plus rapidement rencontrer, c'est les socializers. C'est aussi pour ça que les jeux d'apéro, les jeux d'ambiance, les jeux pas chers sont des jeux socializers parce que c'est là où le public est le plus grand. Et les acheveurs, les explorers, c'est plus compliqué peut-être à atteindre parce qu'il faut avoir un travail de fond sur l'univers qui va beaucoup plus loin que contextualiser. Il faut que l'histoire ait un intérêt en soi pour contenter ces types de joueurs-là. Donc, bien entendu, dans la vraie vie, on n'est jamais un seul de ces 4 catégories.
C'est un peu plus compliqué que ça. On est souvent un mélange de quelques-uns. Et je pense que parmi vous, vous êtes tous en train de vous demander dans quelle catégorie vous appartenez. Et vous êtes tous en train de vous rendre compte que vous êtes un peu de ci, un peu de ça. Moi, je pense que je suis 70% collectionneur et 30% exploreur. Et j'aime aussi les deux types de jeux, mais vraiment, ce qui m'intéresse dans un jeu, c'est cette faculté d'explorer des univers. J'adore les histoires. Donc ça, ce sont les catégories de joueurs et de joueuses qui ont été inventées par Richard Bartel et qui nous servent à comprendre à qui on va s'adresser. Il faut aussi prendre en compte d'autres paramètres là qui sont aussi propres à la médiation et pas seulement au jeu, qui va être du coup la tranche d'âge. La tranche d'âge, effectivement, il y a deux choses qui jouent. La première, c'est qu'en fonction de l'âge, et surtout dans les enfants, la capacité à comprendre des mécanismes de jeu ne va pas du tout être la même. Avant 10 ans, c'est compliqué de créer des jeux dans lesquels les stratégies ont une place importante dans le jeu. Ça va plutôt être de l'exploration de mécanique, des tests, et c'est là où il y aura peut-être une dimension un peu plus aléatoire, où le jeu va être plus simple et plus permissif. À partir de 10 ans, en général, on commence à retrouver des jeux avec un peu de stratégie et des mécanismes comme le draft, par exemple, de cytosine, où là, pour le coup, les décisions sont tellement importantes que avant 10 ans, les joueurs ne vont pas apprécier cette tension ou tout simplement ne vont pas réussir à s'approprier les subtilités dans les mécanismes de jeu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je jette un petit coup d'œil là. Alors, il est 14h30. Donc super, j'ai réussi à 1h01 à être dans les temps. Donc, juste pour terminer, je vais revenir sur les objectifs qu'on s'est donnés en début de webinaire. Je suis désolé, j'étais un peu brouillon sur la deuxième partie parce que j'ai vraiment pas eu le temps à se dérouler. Donc, les premiers objectifs, c'était de découvrir la méthode de conception d'un jeu et la règle de la boucle. On considère que c'est vraiment la règle d'or en game design. C'est plus vous allez tester votre jeu, meilleur il sera. Donc, je vous invite vraiment à vous saisir de cette boucle-là si vous êtes en train de créer un jeu et de vous entraîner à être très clair sur les hypothèses de gameplay que vous voulez tester et à être très clair sur la façon dont vous allez construire le prototype pour voir si votre hypothèse est bonne ou fausse. C'est vraiment la chose la plus importante, je pense, à retenir de ce webinaire. C'est comment est-ce que je fais pour maîtriser cette boucle de gameplay, de test, pardon, et en faire le maximum possible. La deuxième chose, c'était la définition des actions et des stratégies. C'est là où il est un peu brouillon, je m'en excuse. C'est important déjà de se poser la question quelles sont les actions que je permets de faire à mon joueur. Et le but, c'est d'en avoir le moins possible. Par contre, on va essayer d'avoir le plus possible d'actions résultantes, donc de façon de s'approprier les actions pour prendre des décisions qui sont intéressantes. Si vous avez peu d'actions opérationnelles et beaucoup d'actions résultantes, vous avez un jeu qui s'appelle élégant. Donc, du coup, on va rechercher l'élégance dans notre jeu. Et enfin, on voulait apprendre à s'adapter à son ou ses publics. Et je vous ai parlé de la typologie des joueurs de Richard Bartels, qui vous permet d'avoir une autre grille d'observation de vos publics à compléter avec celle que vous utilisez déjà dans vos pratiques professionnelles de médiation. Parce que si jamais vous vous adressez par exemple à des exploreurs parce que vous avez un jeu narratif, il faut savoir que ce n'est pas forcément la catégorie la plus répandue de la population. La catégorie la plus répandue, ce sont les socializers qui vont aimer les interactions entre les joueurs. Donc, au prochain webinaire, on va tester quelque chose d'assez nouveau pour moi. Enfin, je l'ai déjà fait avec 15 personnes, mais jamais avec plus. Ça va être de découvrir le game design participatif et surtout de tester tous ensemble la co-conception d'un jeu ensemble pendant le webinaire. Donc, pendant ce webinaire-là, on va essayer d'aboutir à un concept de jeu pour à la fois vous expliquer quelles sont les étapes qu'on peut rendre participatives dans un jeu et quel est l'intérêt de le faire. Et on va le vivre, on va le mettre en pratique. Et enfin, ça va nous permettre d'identifier le rôle clé du médiateur et de la médiatrice, parce que quand on est dans une démarche participative, on laisse du pouvoir de décision à des participants dont le métier n'est pas forcément le game design, c'est pas forcément le nôtre non plus. Du coup, c'est important de savoir quelles sont les compétences clés que je dois mobiliser tout au long de ce parcours et quel est mon rôle que je dois maintenir. Quelles sont les décisions qui, au final, me reviennent vraiment à moi et quelles sont les décisions que je peux laisser aux mains du public. Donc, c'était tout pour moi. Je vous remercie vraiment de vos participations. Du coup, comme d'habitude, je vais essayer de rediffuser la vidéo sur YouTube avec un sous-titre. Mais là, ça prend beaucoup de temps, donc désolé si ce ne sera pas fait dans les temps.
Une infographie, par contre, sera ponctuelle et va arriver avant le troisième webinaire. Et je vais aussi vous partager le lien Excel qui permet de mettre vos contacts pour partager entre vous vos projets de jeu et les thématiques sur lesquelles vous travaillez pour que vous puissiez vous rencontrer aussi entre vous. Donc, merci beaucoup pour vos retours. Alors, je vais voir la date du webinaire parce que je sais pas, j'ai oublié les dates. Je crois que c'est le mardi 24 mai de 13h à 14h30 pour le game design participatif. Donc, merci beaucoup à vous. Bonne journée et à bientôt.